la disposition de notre population aujourd'hui viennent de vous. Nous avons partagé ensemble ces éléments de connaissances et vous avez suffisamment relayé cela dans l'opinion, ce qui fait qu'aujourd'hui notre peuple comprend plus aujourd'hui, mieux qu'hier, ce qui se passe sur le terrain. Comme vous le voyez, c'est chez nous, c'est notre pays, la ville de Goma est là, Kibumba est ici, et Rumangabo, ça c'est le territoire de Rutshuru. Toutes les aventures étaient autour de Tchanzu, de l'autre côté, là-bas. Rappelez-vous qu'en 2013, nous avions battu et vaincu le M23. Et quand ce mouvement avait été battu et vaincu, toutes les armes et munitions avaient été saisies et mises à la disposition de la communauté internationale, qui, 3 ans après, nous les a officiellement retournées et rendues. Et donc le mouvement était désarmé complètement. Mais aujourd'hui, il est superbement équipé. Où est-ce qu'il a eu l'argent? Comment il a eu des équipements avec lesquels il a commencé à mener des incursions à Tchanzu, à Mbouzi, autour du mont Sabinyo. Vous avez entendu, l'année passée, février, janvier, puis décembre. Ensuite, en 2020, vers la fin de l'année, en 2021, et au début de cette année, c'est autour du mont Sabinyo qui se trouve être pratiquement à la frontière entre l'Ouganda, le Rwanda et chez nous. C'est une sorte de zone floue, des collines que l'on voit et sur lesquelles chaque pays a disposé de positions pour pouvoir contrôler la frontière. Et c'est à partir de là que nos éléments commis à la protection de la frontière étaient à leur endroit, normalement en train de faire leur travail de surveillance de la frontière. C'est à ce niveau que les attaques ont commencé. Ensuite, ils ont visé Tchanzu. Nous avons fait le travail que vous connaissez. Mais curieusement, alors que tout se passe là-bas, voilà que nous sommes en train de récupérer, neutraliser et contrôler Tchanzu. Nous sommes surpris. La frontière est là, très proche, d'environ moins de 5 km. On se retrouve ici à Kibumba avec une attaque venue de là, dont on a dit qu'elle serait menée par le M23. Alors que l'on sait très bien que le M23, non armé, désarmé, défait, se retrouve appuyé par des ombres tapis derrière qui offrent perfusion et transfusion. Et c'est ce qui fait que ça se retrouve ici à ce niveau, en perspective d'évoluer vers Goma. Et comme vous le savez, nous avons fait un travail de qualité. Nos hommes, appuyés par toutes les unités spéciales que vous connaissez, on n'a pas besoin de citer des noms, vous le connaissez parce que vous êtes suffisamment informés, ont nettoyé cet endroit, ont protégé Rumangabo. La tentative de contrôler ou d'occuper Rumangabo a été mise en échec. C'est à ce niveau-là que 2 éléments que vous avez vus ont été pris par la population, parce que ces gens, ne connaissant ni la topographie ni la géographie du lieu, avaient été amenés, et ils les déclarent eux-mêmes, Excellence. Ils disent qu'ils sont venus pour occuper le camp Rumangabo, ils sont venus de leur pays avec une mission précise, et ils ont fait ce travail. Malheureusement, on les a pris. Et aujourd'hui, la route Kibumba-Goma est ouverte au trafic, et donc nos hommes sont en train de faire le travail, 1, de consolidation de position, 2, de protection de l'agglomération, et 3, nous faisons nos patrouilles de combat, nous faisons également des patrouilles pour éventuellement nettoyer les résidus qui pourraient se trouver, comme les 2 voyous qui ont été arrêtés là, et qui aujourd'hui sont entre nos mains, et qui sont en train d'être exploités, parce que vous avez vu, ils ont fait des déclarations, ils vous ont dit pourquoi ils sont venus,
Ils vous ont dit quelle mission ils avaient reçue dans leur pays, de leur armée, pour venir faire ce travail. Et aujourd'hui, c'est la preuve éloquente. Excellence, preuve éloquente que le M23, c'est un strapontin. C'est juste de la poudre aux yeux, mais la réalité se trouve ailleurs. C'est ailleurs, à un nom. Aujourd'hui, le nom, vous le connaissez, c'est écrit le Rwanda. Qui fait tout ça? Excellent, j'ai terminé. Voilà, et donc, en accord avec la technique, nous allons revenir sur la communication du général Ekenge à Goma. Le 25 mai 2022, pour attaquer les camps de Rumangabo, à plus de 20 km de la frontière rwandaise en territoire de Rutshuru. Après avoir été mis en débandade par les FARDC à Rumangabo, ils se sont égarés avant d'être capturés ce samedi par la population. Cette population restait toujours vigilante et alerte. Cette population que nous félicitons et que nous appelons à la vigilance tous azimuts. Donc voilà, on va poursuivre ces briefings avec le porte-parole de la police qui va nous dire au plan de la police comment les dispositifs se mettent en place, parce que vous savez que l'armée et la police travaillent sur des rôles complémentaires et que la police s'occupe de la sécurisation des sites. Vous avez la parole, monsieur le commissaire. Monsieur Excellence, c'est comme vous le savez tous, lorsque les forces de défense sont en profondeur, dans la périphérie des agglomérations, il y a une force mixte, FARDC et Police nationale congolaise, c'est-à-dire le groupe mobile d'intervention, qui sécurise la périphérie pour empêcher aux infiltrations, n'est-ce pas, de se retrouver au niveau de la territoriale. Mais au niveau de la territoriale, il y a une organisation qui est faite au niveau de la police de proximité, Excellence. Alors, pour un petit rappel, il est acceptable de connaître que la police de proximité est un concept qui est nouveau au sein de la police nationale congolaise, un mode de fonctionnement qui prend en compte le besoin sécurité de la population pour formuler, n'est-ce pas, des réponses adaptées et durables à même de combattre efficacement les causes de l'insécurité. Et qu'est-ce qui a été fait? La gestion sécuritaire n'est plus un ressort exclusif, n'est-ce pas, de la police. La police fait un partage de diagnostic sécuritaire avec la population dans le cadre du conseil local de sécurité et de proximité, qui est à l'échelon, n'est-ce pas, du commissariat, où nous retrouvons le bourgmestre, nous retrouvons le commandant commissariat, nous retrouvons le chef de quartier consort. Qu'est-ce qui se passe dans ces conseils-là? Dans ces conseils-là, chacun apporte les éléments nouveaux qu'il a pu recueillir sur le terrain. Et lorsqu'on vient les partager, on fait des projets locaux de sécurité pour ensemble ramener la sérénité. C'est dans ce cadre précis qu'on a parlé de la proximité, c'est-à-dire la police n'est plus en face de la population, mais la police est au sein de la population, à l'écoute de la demande sécuritaire, et la police vit avec la société. Maintenant, le principe exact, c'est le partenariat et la concertation. Dans le partenariat, on associe les efforts de tout le monde pour que lorsque le projet de société et de sécurité a été fait, lorsqu'on a donné des solutions durables, cela amène la quiétude et la sérénité de partout. Il y a aussi un principe de prévention. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas qu'il y ait de la répression, c'est-à-dire on ne laisse pas l'infraction émerger. On fait un effort d'anticiper par la dissuasion, d'empêcher l'émergence, n'est-ce pas, de cette infraction-là ou de l'insécurité. Et dans cette phase de prévention,
l'autorité qui est le commandant de police fait un effort pour sensibiliser les parties prenantes de cette gestion de sécurité à combattre l'insécurité, à savoir se protéger et à dénoncer. Je crois que vous avez appris que, comme l'a dit son Excellence ainsi que le porte-parole de l'armée, le général Kasonga, qu'il y a deux ennemis de l'armée rwandaise, des soldats de l'armée rwandaise qui ont été capturés chez nous. Si on vous dit quelle est la première personne qui les avait vus, c'est cette personne-là qui, au lieu de garder l'information, est venue les rapporter. C'est ça le fonctionnement du Conseil local de sécurité. Cet avantage-là fait qu'il y a la collaboration entre les forces de défense et les forces de l'ordre. Une armée ne gagne pas la guerre si sa population ne collabore pas. Alors, l'avantage que nous avons maintenant au niveau des zones opérationnelles, c'est que la population a compris que pour qu'on puisse se débarrasser, n'est-ce pas, de ceux qui sont venus briser la sérénité, il faut que nous puissions collaborer avec la police et l'armée. Et le cas de collaboration, c'est celui-là, c'est le Conseil local de sécurité et de proximité. Merci beaucoup, Excellence. Voilà, merci pour votre complément. Alors, nous allons ouvrir cette partie des questions pour que nous puissions apporter des éléments d'éclairage. On va commencer par Faustin Kodiasala. Merci Excellence pour la parole. J'ai juste deux questions, une qui vous est adressée et puis l'autre au général porte-parole de l'armée. À vous, je voulais juste savoir, Excellence, on sait qu'aujourd'hui, Kinshasa a qualifié le M23 d'un groupe terroriste. Or, il est établi par principe qu'on ne peut pas négocier avec un terroriste. Parce que plus là vous avez épinglé, vous avez cité nommément le Rwanda. Alors je me dis par rapport à toute la pression internationale, parce qu'on sait que selon les informations que nous détenons, il y a une délégation de l'Union africaine qui a annoncé à Kinshasa pour justement lancer une passerelle pour engager des pourparlers de façon à ce qu'il y ait des escalades dans la partie Est. Alors ma question c'est de savoir, parce que l'M23 est taxé d'un groupe terroriste, s'il faut engager des négociations, des pourparlers, avec qui faut-il négocier? Est-ce qu'avec le M23 ou avec le Rwanda, qui est, on sait que vous avez réuni assez de preuves, qui est apparemment le parrain du mouvement rebelle qui est le M23. Et au général, je voudrais savoir, aujourd'hui, général, on a la preuve après toutes ces années, que toutes ces opérations de mixage, brassage, insertion, c'était juste pour affaiblir davantage notre armée. On a en fait institutionnalisé l'infiltration de l'armée nationale. Aujourd'hui, parce qu'il y a une nécessité de se doter d'une armée véritablement républicaine qui est en mesure de défendre l'intégrité nationale et éventuellement la souveraineté nationale, et de façon aussi à élaguer toutes les impuretés. On sait qu'il y en a beaucoup au sein de l'armée nationale. Vous, en tant que technicien d'état-major, parce qu'aujourd'hui, il faut parler réforme de l'armée. Par où il faut exactement commencer? Merci. Alors merci Faustin pour vos questions qui sont pertinentes. Je dois d'abord rappeler, depuis l'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi comme chef de l'État, il a fait le choix clair de la paix. Vous l'avez vu circuler dans tous les 9 pays limitrophes de la République démocratique du Congo pour passer un message de paix. Parce que le président n'a pas voulu regarder sur le passé. Parce que s'il faut qu'on regarde sur le passé, c'est les sentiments que nous revivons maintenant, et c'est ce qui fait grandir en chacun de Congolais un sentiment de colère. Parce que le passé, c'est un passé difficile. Le président de la République a fait le frais d'avoir fait le choix particulièrement de faire la paix avec le Rwanda. Lorsqu'aujourd'hui on lit la presse, on voit déjà l'homme qu'il a même appelé frère. Les gens lui reprochent même
parce qu'il a considéré que le président du Rwanda pouvait être considéré comme frère. Nous avons malheureusement ou heureusement l'obligation de cohabiter avec le Rwanda. Et aujourd'hui, dans les mesures qui ont été prises, on aura peut-être le temps d'y revenir, il est hors des questions que nos populations, de part et d'autre d'ailleurs, soient victimes d'une attitude permanemment belliqueuse. Parce qu'aujourd'hui, nous n'aurions pas besoin, comme vous le dites, parce que le VPM Lutundula, qui était à Malabo, a soulevé la question, et vous avez vu la vague de condamnation unanime qu'il y a eu autour du M23, parce que je rappelle que c'est les M23 qui ont commencé les hostilités sur la MONUSCO et sur les forces armées de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que nous sommes déjà engagés dans un processus de pacification. Le président de la République, après l'adhésion de la RDC à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, le président de la République s'est engagé dans un processus politique, comme recommandé par ses pairs, pour discuter directement avec les groupes rebelles. Vous l'avez vu, à Nairobi. De tous les groupes rebelles, une seule faction n'a pas répondu à l'appel. Parce que les M23, il y en a deux. La faction qui n'a pas répondu à l'appel, c'est elle qui s'est permis d'attaquer les forces armées et les casques bleus. Mais quelle est la motivation derrière? Alors, dans le processus de Nairobi, il a été convenu que tous ceux qui seront réfractaires au processus politique subiraient la force. L'attitude multirécidiviste du M23 l'expose à subir la force. Parce que comment pouvez-vous expliquer que tous ceux qui ont commencé le pourparler à Nairobi, ceux qui n'ont pas pu y arriver pour des besoins logistiques, l'équipe de la facilitation du président de la République a séjourné à Beni, à Goma, à Bukavu, à Bunia, pour poursuivre les consultations. Ils ont choisi de ne pas y être, mais parce que sûrement qu'ils n'ont aucune décision, parce qu'il y a un parrain derrière qui a un agenda précis. Alors, il faut qu'ils soient en mesure de dire la vérité. Qu'est-ce que finalement, c'est quoi le plan? Nous voulons faire la paix. Nous savons que la paix est difficile, du fait du passé. Mais alors, pour danser le tango, il faut être à deux. On ne peut pas être seul à vouloir la paix et avoir en face des personnes qui ont une attitude belliqueuse, qui à tout va pensent qu'ils ont plus de muscles que nous. Attention, ce n'est pas de la naïveté, parce que nous avons choisi cette voie-là, qui est la voie finalement que méritent nos populations, parce que nous avons beaucoup à partager. Et donc aujourd'hui, pour nous, à quoi ça va servir de discuter avec un groupe terroriste qui doit être traité comme tel? C'est évident, le général vous en a fait la démonstration ici, le M23 a été de fait, pendant des années, de fait, comment ils arrivent à se réarmer pour avoir du matériel sophistiqué, aller jusqu'à écraser, à faire cracher un hélicoptère de la MONUSCO. Alors maintenant, il faut faire une trêve avec l'hypocrisie. Soit que vous voulez la paix, vous le dites, on le fait, soit que vous voulez autre chose. Et en ce moment-là, on va s'assumer. Et donc, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus question de négocier avec des groupes. Parce qu'il y a deux options. Le processus politique a déjà été engagé. Le seul groupe armé réfractaire au processus, c'est les M23, qui choisit d'attaquer à la fois la MONUSCO, à la fois les forces armées de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'autre voie que celle-là. Merci. Mon général. Oui, confrère, vous avez demandé par quoi commencer pour réformer l'armée. Et vous le savez, l'armée, c'est des hommes. L'armée, c'est la formation, c'est l'équipement. Comme on dit chez nous dans l'armée, c'est les trinômes fake, formation, équipement, casernement. Ces trois facteurs, la triptyque, là, il faut commencer par là. Recruter des gens pour compléter les unités qui sont les nôtres aujourd'hui, qui n'ont pas démérité.
Il faut équiper ces unités de manière moderne. Et ensuite, il faut les mettre à des endroits où ils peuvent aller opérer et les autres restent en réserve, en cantonnement, c'est-à-dire dans des infrastructures bien propres, particularités qui sont des particularités de l'armée. Et quand ils vont y rentrent, ils n'ont pas à chercher des logements, ils n'ont pas à chercher où s'abriter, où se loger. À ce moment, on contrôle la discipline, on contrôle l'homogénéité, on contrôle l'effectivité et évidemment les effectifs. Et donc la discipline est de rigueur parce que les hommes sous le commandement de leur chef, ils obéissent tout le temps. Quand j'étais jeune soldat, après l'ISTI, j'étais à CETA, la 31e brigade par an. En tout cas, j'étais logé là-bas. Il y avait appel à 5 heures du matin pour commencer la journée. Il y avait appel à 13 heures pour voir si tout le monde avait suivi les enseignements, donc l'entraînement, la formation. Il y avait appel à 15 heures pour s'assurer que tout le monde était là et en bonne santé. Et à 18 heures, nous tous on courait pour tester notre endurance et donc la performance au plan physique, mais également intellectuel. C'est cela qui doit être transphasé dans le cantonnement, dans le casernement, pour avoir les hommes sous le contrôle. Et cela suppose donc autant de discipline, autant de détermination, autant de volonté. La réforme de l'armée, c'est pas, comme le dit, il y a beaucoup de gens qui sont devenus aujourd'hui spécialistes des questions militaires. On écrit dans les médias, on passe à la télé, il y a des débats, des agoras, tout le monde vient parler. Moi, je pense, moi. Non, c'est classique. Il y a des facteurs qu'il faut réunir. Et ces facteurs, quand on les réunit, c'est des réalités incommensurables. C'est des réalités qu'il faut respecter comme telles. Ça se fait ici, ça se fait à Washington, ça se fait à Paris, ça se fait dans le monde entier. Donc, nous avons besoin des hommes. Il y en a qui sont là. Mais il y a d'autres qu'il faut ajouter. D'ailleurs, j'ai lancé, vous avez suivi, l'ACP là, France Inter, Télé 50, RTNC, la Maison Mère, là où moi-même j'ai commencé quand j'étais en première année, c'est ici. Nous avons lancé au niveau de l'armée, nous avons lancé le spot pour le recrutement. Nous recrutons. Et je profite de l'occasion que me donne m'offre cette circonstance pour dire aux jeunes gens, la défense de la patrie, ce n'est pas l'affaire des soldats seuls. C'est la nation ensemble, la nation entière. Qu'elles viennent, jeunes filles, jeunes garçons, 18 à 25 ans, selon le profil, universitaire jusqu'à 30 ans, venez, nous avons besoin de vous, parce que votre patrie a besoin de vous, parce que nous voulons que vous soyez là, qu'ensemble nous défendions le patrimoine commun que nous a légué la patrie, enfin la nation, évidemment le monde. Dans les limites territoriales qui sont les nôtres, nous avons l'obligation de défendre notre pays. Excellence, je termine par là en disant à notre compatriote, si nous suivons ce schéma-là, demain, en plus des hommes qui sont aujourd'hui sur le drapeau, d'autres viendraient, nous aurons une armée très forte. Merci. Et pour être complet sur ces sujets, il vous souviendra qu'il y a 2 semaines en Conseil de ministres, nous avons adopté la loi sur la programmation militaire qui en réalité va nous permettre d'avoir un budget qui finance, parce que l'armée c'est beaucoup en termes d'investissement, on a parlé de formation, d'équipement, de casernement, et puis pour un pays comme la République démocratique du Congo avec 9 frontières, il faut avoir des brigades spécialisées pour faire face à aux différents types d'opérations que le terrain peut requérir. C'est à ces propos que nous nous sommes engagés, et c'est une réforme majeure. Nous espérons terminer son examen déjà au niveau du gouvernement pour que cela puisse être adopté à l'Assemblée, et nous donnerons au pays suffisamment de moyens pour commencer à pérenniser cette montée en puissance de nos forces armées. Prochaine question, Innocent Alenga, et puis ce sera Richard Chako. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le ministre. Je compte parmi les reporters qui avaient couvert les pourparlers entre les gouvernements congolais et les M23 à Kampala, de décembre 2012 à novembre 2013. Nous les avons commencés à l'hôtel Munyonyo et nous les avons terminés en queue de poisson à l'hôtel Serena. Bien qu'il y ait
défaite militaire des M23 sur terrain, on est allé à Nairobi et on a signé les déclarations dites de Nairobi, signées en décembre 2013 entre les gouvernements congolais et les M23. Patrick Mouya, vous êtes porte-parole du gouvernement. Dites-nous à présent que revendiquent réellement les M23 qui n'aient pas été honorés par les gouvernements congolais dans les déclarations de Nairobi. La deuxième question, je la pose à mon aîné, le général Kasonga. À ce jour, dites-nous, notre armée est-elle capable de battre l'armée rwandaise? Et parce que vous avez parlé des critères qui renforcent plutôt les troupes ou les militaires. Vous avez parlé du contrôle le matin, à midi, le soir, 15 heures qu'on sort. Est-ce que nos forces armées actuelles, nos militaires que nous avons, sont soumis à cette discipline-là? Merci. Alors, Innocent, sur la question, je ne saurais pas répondre à votre question sur... je suis porte-parole du gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, les faits démontrent qu'en réalité, les M23 n'a d'autre agenda que porter les messages du gouvernement rwandais. C'est évident. Parce que vous n'allez pas nous dire que depuis tout ce temps, il y a eu de pourparlers, que des initiatives pour arriver à la paix. On n'a jamais réussi véritablement. Et pourquoi chaque fois qu'il y a des problèmes, soit que c'est là-bas qui se réfugie, soit que là-bas, c'est là-bas qui se réarme. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans un processus de pacification voulu non seulement par le président Tshisekedi, mais par tous les chefs d'État de la sous-région. C'est un processus régional qui suppose que ceux qui viennent à table viennent en toute sincérité, en toute vérité. Et là, nous constatons par les faits sur terrain que on abuse toujours ou on essaie toujours d'abuser de notre bonne foi. Mais cette fois-ci, je ne suis pas sûr que ça passera parce que nous voulons de manière claire que le Rwanda nous dise c'est quoi l'agenda en dehors de la paix, de la cohabitation pacifique que nous voulons, pour lequel le président Tshisekedi s'est mis à dos une partie de son opinion, qui nous dise alors quelle est la recette. La guerre, mais il n'y a aucune guerre qui ne se termine pas sur une table de paix. Alors faisons l'économie. Mais pour le faire, il faut être sincère. Et je pense qu'aujourd'hui, pour tous les efforts qui viendront, parce que le message a été porté et le président Lorenzo a été mandaté par l'Union africaine comme président en exercice de la CIRGL, pour suivre et rentrer en contact avec les chefs d'État, on a besoin d'avoir des discussions sincères. Parce que les discours ou les disques rayés qu'on nous chante tout le matin sur les FDLR n'a plus de sens. N'a plus de sens. Lorsque eux-mêmes disent que ça existe depuis 32 ans. Bon, 32 ans, c'était en 90. Bon, de 90 à aujourd'hui, c'est un mouvement qui a été combattu. Vous vous souviendrez que vous étiez journaliste déjà, que le président de l'Assemblée, Vital Kamerhe, a payé de son poste à la tête de l'Assemblée parce qu'il y a eu des opérations qui ont été décidées. Aujourd'hui, tout ce qui constituait le commandement de ces forces négatives, parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils sont victimes des FDLR, parce qu'ils tuent nos populations à nous. Vous avez déjà entendu une fois que les FDLR ont attaqué une partie du territoire rwandais? Non. Nous sommes les premières victimes. On les a combattus. On a défait, pour utiliser le langage militaire, leur leadership. Et donc, depuis ces années-là, ils deviennent de plus en plus puissants et forts pour menacer la sécurité des autres. Il faut qu'on soit sérieux à un moment et qu'on soit sincère. Et donc, s'il y a d'autres motivations, venez l'épuiser à la table. Comme ça, on aura épargné de vie, on aura épargné la sous-région d'un énième conflit. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est la paix, mais nous ferons la paix avec ceux qui veulent faire la paix avec nous. Mon général. Merci, Excellence.
Un petit détail quant à la question qui a été posée à son Excellence. Vous avez dit que vous avez couvert les négociations en Ouganda et puis une partie au Congo. Et vous avez dit qu'on avait signé l'accord, selon vos propres termes, en catastrophe. Cette signature est intervenue, vous étiez là-dedans, après la défaite. Il faut le souligner aussi, c'est historique. Oui, c'est après la défaite. Parce qu'il disait là-bas, nous contrôlons tel, le contrôlons tel. On leur dit non, vous ne contrôlez plus rien du tout. Là-bas, c'est les FARDC, n'est-ce pas? Il faut le dire, c'est historique. Votre deuxième question, vous dites, notre armée est-elle capable de battre l'armée rwandaise? Pour vous, c'est une question. Moi, je pense que c'est... En fait, vous vous interrogez sur nos capacités à pouvoir faire notre travail constitutionnel, à défendre l'intégrité territoriale et à protéger nos populations. Je vous dis, il y a 2-3 ans, nous sommes crédités, nous avons été crédités la 8e meilleure armée d'Afrique. N'est-ce pas? Et toutes les armées auxquelles vous faites allusion n'étaient nullement alignées avant nous. Et vous le savez. Quels étaient les critères sur lesquels s'étaient basées ces organisations internationales pour nous aligner 8e meilleure armée en Afrique? 1. Notre capacité à défaire les groupes armés. 2. Notre logistique. 3. La formation des hommes. 4. Les vecteurs des victoires en termes de engins de l'armée des terres, avions au-dessus, mais également la logistique en général, entre autres. Ce sont ces facteurs-là sur lesquels se sont basées les différentes organisations internationales pour aligner, comme on a fait récemment, on vient de nous mettre 11e. Donc on a reculé d'un pas. On est aujourd'hui 11e. Je sais que vous alliez poser la même question. 11e. Mais souvenez-vous, votre armée, celle que la plupart des gens vilipendent, elle a défait la LRA dans ce pays, sans apport extérieur. Elle a défait l'ADF en 2014. Vous étiez là? Vous étiez là, à Madina. Nous avons passé nuit à Madina avec le général Baouma, d'heureuse mémoire. Vous étiez là. C'est la même armée. Nous avons neutralisé de manière définitive la plupart des Maï dont on disait qu'ils étaient les dieux et l'enfer. Nous les avons défaits à ce moment-là. Il n'y a pas plus loin que chez nous qu'il y a quelques années, dans l'espace Kassai, nous avions le phénomène Kamwenansap. Vous étiez aussi présents. J'avais réuni la plupart des confrères ici et consoeurs à l'état-major général pour montrer le phénomène Kamwenansap. Comment ça s'est déroulé, comment il s'est drogué pour tuer des terroristes, et nous les avons défaits. Comment nous avons neutralisé des années 2010, 2009-2010, les NILE. Vous étiez encore là. Et n'oubliez pas que bien avant cela, dans ce pays, j'étais à la 31e brigade parachutiste à Ceuta. Nous allions en promenade dans tous les pays que vous connaissez, auxquels vous faites allusion, même si on ne vous les citait pas. Une compagnie descendait, c'était la débandade. Donc nous étions la meilleure armée, nous le sommes. Par moments, des problèmes arrivent. Dans la montée en puissance, comme on dit, vous savez, l'Ukraine aujourd'hui, c'est une puissance. Elle a eu des problèmes à un moment donné, mais elle demeure une puissance, on le sait. Qu'est-ce qui dit que le Congo n'est pas une puissance au plan militaire sur le continent africain? Parce que les ressources humaines qualifiées existent, les ressources matérielles existent, les efforts sont consentis au niveau du pays par le gouvernement, avec en tête le commandant suprême chef de l'État, qui dégage régulièrement des ressources financières suffisantes pour nous aider à mener nos missions comme il se doit. Et je vous dis donc, en ce qui concerne l'exécution de nos missions constitutionnelles, nous avons beaucoup de capacités. Alors, si vous voulez faire des comparaisons,
Je vous laisse l'attitude de faire des comparaisons, mais nous faisons notre travail avec compétence. Par moment, des difficultés arrivent, mais nous le faisons très bien. Merci. Un complément? Oui, merci beaucoup, Excellence. Ah, excusez-moi, Excellence, parce qu'il a posé une deuxième question. Il a demandé si notre armée, nos militaires actuellement sont soumis au même contrôle régulier que ce que nous avons connu quand nous étions soldats à 7 ans. Oui. Je voudrais vous dire que c'est pas partout que ce contrôle est exécuté. Pour quelles raisons? Hier, la plupart des casernes avaient été conçues pour un effectif bien précis. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de cet effectif. Et donc, tous les militaires de FARDC ne sont pas tous logés. À ce titre-là, je ne peux pas affirmer ici, ce sera un mensonge, que tous, en même temps, sont soumis au contrôle régulier comme ça se faisait à l'époque. Nous sommes en train d'aller vers là, c'est pour ça que le ministre a parlé des efforts consentis par le gouvernement. Et dans le cadre de la loi de programmation militaire, cette loi pluriannuelle a intégré dans la planification le casernement, les équipements, donc l'investissement au compte de forces armées. Et la formation. Alors, vous avez sûrement un complément. D'ailleurs, le 17 mai dernier, j'ai invité les médias à venir répondre à votre invitation pour les journées portes ouvertes. Je crois qu'il faut le refaire en cette période où nous comptons sur vous pour la défense de l'intégrité nationale encore une fois, pour que beaucoup de Congolais comprennent le mécanisme de notre armée, comment elle fonctionne. Vous serez impressionné. Moi, j'ai fait le Collège de hautes études des stratégies et des défenses. Nous avons des écoles à tous les niveaux. Nous avons des académies. Nous avons tout ce qu'il faut pour une bonne formation de militaires. Les autres difficultés liées au contexte du pays, mais ne nous empêcheront pas, avec la détermination du président, de doter à notre pays une armée à la dimension des enjeux auxquels nous devons faire face. Oui, je voulais répondre à Innocent pour dire que c'est vrai que vous avez été dans toutes ces négociations, mais je voudrais vous rafraîchir la mémoire pour dire que lorsque le M23 a été défait, désarmé, il y avait une partie qui s'est retrouvée en Ouganda, une autre partie a rejoint les bases arrières au Rwanda. Ceux qui sont allés en Ouganda ont accepté de revenir au pays. Ceux qui sont allés au Rwanda, parmi eux, il y a des braqueurs de banques. N'est-ce pas? Je ne vous cite pas une banque qu'ils ont fait tomber en faillite. Et ceux-là, quand ils se présentent devant la table de négociation, ils demandent qu'ils soient amnistiés totalement. Ça ne se fait pas. Et de deux, ces mouvements pratiquement n'existaient plus. Mais depuis que nous avions commencé les travaux de la route Bunagana, n'est-ce pas? Ça a créé de l'énervement auprès de leurs parrains. Et depuis qu'il y a eu état de siège, les recettes ont tari de l'autre côté, il y a eu énervement. Vous qui voulez les causes, il faut bien les noter. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la cage, on demande au berger qui est là d'attaquer, n'est-ce pas? Et donc, vous avez l'explication. Et s'agissant, n'est-ce pas, de l'armée, vous posez la question de savoir si nous sommes capables de défoncer l'armée rwandaise. Vous savez, quand vous êtes habitué, n'est-ce pas, à frapper quelqu'un chaque matin, jusqu'au soir, détrompez-vous, hein? Cela constitue pour lui aussi un entraînement. Et donc, le fait pour nous de subir la guerre pendant 20 ans, pensez-vous que maintenant que nous sommes affaiblis ou nous sommes dans une situation, n'est-ce pas, de prendre des initiatives? Merci beaucoup, Excellence. Merci. On va prendre Richard Chakotou de Noa Niemba. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Excusez-moi de revenir sur la question de Faustin et Innocent, avec dialoguer. L'ennemi est connu. Les appels au dialogue
je ne mettais plus la CIRGL, SADC. Est-ce que la RDC est aujourd'hui disposée à dialoguer avec le Rwanda si on lui demandait de le faire? C'est la première question. La deuxième, nous avons vu un tweet du chef de l'armée ougandaise, le fils de Museveni, qui a exprimé sa solidarité, son soutien à Kagame face à ce qui se passe avec la RDC. Quelle est votre réaction dès lors qu'on sait que l'UPDF est en opération conjointe avec la RDC? Dernière question, qu'en est-il avec la convocation de l'ambassadeur Karega? On a appris dans les réseaux sociaux qu'on lui aurait donné 48 heures pour quitter le pays. Merci. Je commence par la dernière question. Je pense que ici, j'avais fait la restitution des conclusions de la réunion du Conseil supérieur de la défense où nous avons dit que l'ambassadeur sera convoqué. Je vous ai dit tout à l'heure que le ministre Lutundula était à Malabo, sûrement par transpondeur. Je pense que demain, le Premier ministre va instruire, désigner la personne qui va recevoir l'ambassadeur en lieu et place du ministre des Affaires étrangères, qui est encore, pour des raisons évidentes, en mission, parce que, si vous ne le saviez pas, le Conseil de sécurité organise une session spéciale et la question des discussions de Nairobi sera au cœur des échanges au niveau du Conseil de sécurité. Contrairement à ce que le ZOL veut donner comme image, le processus de Nairobi est un processus qui a été unanimement salué par toutes les organisations internationales qui suivent la situation et qui veulent le retour de la paix ici. Et à ce titre, le vice-premier ministre, ministre Lutundula, portera le message. Je pense que demain, l'ambassadeur sera notifié de notre désapprobation tel que cela a été prévu. Alors, vous avez parlé de dialoguer. Vous savez qu'actuellement même, le Russe et les Ukrainiens continuent de parler parce que c'est par l'Ukraine que les Russes fournissent le gaz à l'Europe. Et nous, cette situation ne nous écartera pas de la voie royale que nous avons choisie. Aujourd'hui, on veut nous mettre dans une situation de défense et d'intégrité du territoire et nous donnerons tout pour ça. Mais l'objectif de départ pour nous, comme pays central, au cœur de la sous-région, c'est de dire aux autres, nous avons, nous, été victimes pendant des années de la plupart de nos voisins. Je me fais l'économie de vous faire un rappel de certains faits historiques. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons fait le choix de regarder les futurs. C'était en réalité un choix de grandeur à la dimension de notre pays. Et donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas fermer toutes les options des discussions, mais à condition que ceux qui veulent discuter avec nous viennent avec un esprit sincère, comme le nôtre. Notre sincérité qui peut passer dans notre opinion publique, parfois un peu comme de la naïveté, parce qu'il y a des gens qui disaient, bon, vous faites ça, mais vous allez voir, ils feront ceci, ils feront cela, ils feront ceci, ils feront... Et j'espère que cette épreuve leur enseigne, leur donne des leçons, parce que l'élan de mobilisation que nous sentons dans la population, autour de notre armée, autour de nous-mêmes, nous galvanise davantage. Et donc, il faut considérer que nous défendrons l'intégrité de notre territoire à tout prix, si les gens pensent qu'ils peuvent continuer à s'y hasarder. Mais pour le reste, vous venez, mais discutons sincèrement, sans agenda caché, sans des prétextes fallacieux, pour venir troubler la quiétude de notre pays. Et vous savez que dans les jours qui viennent, nous recevons la visite papale à Kibumba même, où les événements se sont déroulés, mais malgré cela, le pape confirme sa visite en République démocratique du Congo. Et donc, c'est un exemple, la semaine prochaine d'ailleurs, nous recevrons le roi de Belge qui va séjourner dans la région. C'est un exemple justement que la stratégie diplomatique portée par le président de la République donne des résultats. Et nous ne tolérerons pas qu'un pays voisin, pour ses intentions inavouées, vienne perturber cette célébration qui, à mon avis, va nous aider à nous réconcilier. Alors, vous avez parlé du tweet du chef de l'armée ougandaise. Vous savez, la République ne se gère pas à travers les réseaux sociaux. Et les questions militaires d'une telle sensibilité ne peuvent pas
être abordé sur les réseaux sociaux. Je ne voudrais pas faire des commentaires parce qu'en réalité, parfois, il y a un tweet le matin, un tweet à midi qui peuvent dire des choses qui s'est contredit. Je ne voulais pas aller sur ce point. Mais ici, les troupes ougandaises sont venues, ils sont en opération ici. Il est prévu qu'une évaluation soit faite au niveau des états-majors. Le général pourra en dire davantage. Et les deux présidents, le président Tshisekedi et le président Museveni, décideront de la suite à donner par rapport au combat commun que nous menons contre les terroristes et des ADF dans notre pays. Et donc, pour le reste, je ne voudrais pas aller sur ces terrains, ce serait purement de la spéculation. Mon général. Oui, Excellence, et vous avez donné la réponse qu'il fallait parce que le commandement militaire, c'est des ordres à exécuter. Et quand nous recevons des ordres à exécuter, on ne vient pas les clamer, les porter sur la place publique, parce que tout simplement, c'est des ordres militaires et des secrets défense. Je voudrais, avec l'autorisation de son Excellence, revenir un peu sur nos exploits, nos capacités, par rapport à la question qui avait été posée bien avant. J'ai cité les groupes armés qui avaient été combattus. Je n'ai pas, j'ai perdu de vue de citer aussi les FDLR. Parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode. Il est cité à gauche, à droite. Les FDLR auraient été vus et ainsi de suite. Mais n'oubliez pas, dans ce pays, combien de soldats congolais sont tombés sur le champ d'honneur pour combattre les FDLR? Combien de nos papas, de nos mamans, de nos enfants, sœurs, garçons, jeunes filles, jeunes garçons ont été tués au nord Kivu, au sud Kivu, dans des opérations contre les FDLR. Nous avons combattu, armes à la main, avec courage et détermination, ces terroristes que nous avons défaits chez nous. N'est-ce pas? Et ces gens, au jour d'aujourd'hui, ne constituent nullement une menace contre la sécurité de leur pays d'origine. On peut les trouver 10, 8 ou 9 à un endroit, à un autre, à la recherche de la nourriture ou des médicaments pour leur propre survie. Mais nullement une organisation capable de troubler l'ordre public, y compris chez nous, la sécurité. Et depuis combien de temps vous êtes là, vous avez des archives. En tout cas, moi, j'ai mes cartes de visite. Dans notre métier, on a appris à faire des cartes de visite. C'est des dossiers de presse. J'ai mes dossiers. Il suffit d'appuyer sur le bouton dans mon bureau, tous les dossiers FDLR sortent. Pas une seule attaque contre le Rwanda. Il n'y en a pas. Aucun jour. Vous êtes là tous. Mais nous avons défait ce groupe. Et aujourd'hui, par génération spontanée, il apparaît que ce seraient des gens qui seraient entre nous ou utilisés par nous, et ce serait les casus belli. Nullement un faux fuyant, parce que ces gens ont été défaits au même titre que la LRA d'origine rwandaise et ougandaise, nous les avons défaits. Donc, parmi les groupes éradiqués, il y a les FDLR, ils ont été la cause de la mort, de la violence, des atrocités dans notre pays. Ils fuient leur pays. Ils viennent tuer chez nous. Et ils ne sont pas acceptés chez eux pour aller dialoguer avec leurs institutions. Ce n'est pas tolérable. Merci. On va prendre Benya Yambapi, Kamanda la Kamanda. Excellence, j'ai deux questions pour vous et deux questions pour le porte-parole militaire. L'FCC a évoqué la responsabilité du régime du Tshisekedi dans cette crise sur la rébellion des M23. On aimerait avoir votre commentaire, monsieur le porte-parole du gouvernement. Deuxième question. Aujourd'hui, il y a de mouvements citoyens qui ont manifesté vers la gare centrale pour demander effectivement la rupture diplomatique de l'ère entre le Rwanda. Et le mercredi, ils ont promis d'aller aussi faire un sitting devant l'ambassade du Rwanda. Est-ce qu'ils ont le soutien du gouvernement ou ils seront dispersés comme d'habitude? Pour le porte-parole militaire, est-ce qu'on peut avoir des détails? Aujourd'hui, il y a eu 15 morts et 2 véhicules brûlés sur la route de Boulongo, territoire de Béni. Il se peut que c'est l'œuvre de EDF et je profite pour poser une sous-question.
Où en sommes-nous sur la mutualisation des forces, sur la traque de EDF? Je n'entends pas très bien. Où sommes-nous avec? Mutualisation des forces avec UPDF sur la traque de EDF. Sur la traque de UPDF encore? Non, EDF. EDF, ok. Oui. Dernière question. L'M23 a replié, mais il n'a pas déposé les armes. Est-ce que le FARDC va continuer à attendre que le M23 attaque pour répliquer ou ils vont continuer à traquer l'M23? Merci. Merci. Alors, sur votre question, comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas coutume à répondre sur des questions d'ordre, je dirais cette fois, politicien purement, parce que je suis porte-parole du gouvernement justement pour parler de ce que nous faisons et des solutions que nous apportons aux problèmes immenses qui sont pour la plupart hérités, mais que nous assumons du fait de la continuité de l'État. Mais vous savez, je veux paraphraser le président Kabila, qui a dit un jour que si ce que vous allez dire ne vaut pas plus que votre silence, il vaut mieux ne pas le dire. Je pense que c'est la réponse ou c'est les conseils que le parti que vous citez devrait suivre, parce qu'il ne faudrait pas malheureusement se mettre en marge d'une dynamique collective, d'une mobilisation jamais vue qui s'est fait derrière le président de la République parce que la patrie est menacée, parce que, je vous ai dit, ce n'est pas nécessaire de ressasser les passés. Je pense qu'un silence aurait été la meilleure attitude, à défaut de soutenir clairement ceux qui trouvent et qui essaient de trouver des solutions aux problèmes. Je ne dirai pas, je ne ferai pas plus de commentaires. Alors, la mobilisation s'est faite, et nous apprécions beaucoup, à Kinshasa, à Goma, de manière spontanée, et bientôt dans d'autres villes du pays. C'est des manifestations que nous soutenons évidemment, que nous encadrons, parce que nous, comme gouvernement, nous comprenons la colère de nos populations. Parce que justement, nous avons toujours les ressentis de ce passé d'un voisin qui ne pense pas être en paix avec vous, chez lui, sans venir nous déranger dans notre quiétude. Et aujourd'hui, il est de notre devoir, comme gouvernement, d'encadrer cette frustration populaire, parce que ça concourt à apporter non seulement le soutien aux forces armées, mais à nous soutenir aussi dans les efforts que nous faisons, sur tous les plans d'ailleurs, pour arriver à régler les problèmes. Alors, nous sommes le gouvernement, nous avons la direction, nous avons les diagnostics. Aujourd'hui, beaucoup des compatriotes demandent une rupture des relations diplomatiques avec les Rwandais, l'expulsion de l'ambassadeur. Je dois vous dire qu'à ce stade, toutes les hypothèses sont à table. Toutes les hypothèses sont à table, mais nous, de par la stratégie pacifiste du président Tshisekedi, il ne faut pas oublier que l'année dernière, c'est lui qui était le médiateur en chef de l'Union africaine. Et donc, on ne peut pas, quelle que soit la nature de la crise aujourd'hui, fermer les portes aux possibilités des discussions. Parce que quoi qu'il en soit, même s'il y a affrontement, même s'il y a guerre, nous finirons par arriver à dialoguer. Et donc, l'idée ici pour nous, c'est de dire, on va le convoquer, le signifier. Il y a des mécanismes qui vont se mettre en place au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CIRGL. On aura encore des discussions, mais il faut faire preuve de bonne foi pour nous permettre d'avancer. Si l'idée, c'est de ne pas avancer, si l'agenda, c'est un agenda belliqueux, nous n'aurons pas d'autre choix que de tirer les conséquences de cette attitude-là. Mais malheureusement, les populations rwandaises en pâtiront. Parce qu'il faut dire les choses clairement. Lorsque nous avons normalisé les relations avec le Rwanda, mais les avions rwandais qui viennent ici, qui viennent le plus? Vous avez même vu une publicité qui est faite avec notre échangeur à nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut se mettre à l'évidence et regarder, oublier cette rhétorique belliciste et regarder les biens de nos populations. Vous voulez que je vous donne les statistiques de combien des Rwandais viennent au Congo par jour, par la grande barrière, par Tchangungu à Bukavu? Vous allez voir qu'il y a plus de Rwandais qui viennent ici que des Congolais qui ne vont là-bas. Et donc, il ne faut pas que ces populations soient victimes
des choix qui, de notre avis, ne relèvent plus de cette époque. C'est révolu les choix des soutiens aux groupes armés, les choix du discours sur les FDLR. Aujourd'hui, le choix, c'est la paix, c'est l'économie, c'est le développement. C'est vers ça que nous voulons aller, parce que c'est ce qui va permettre de donner la prospérité à la région. Et donc, nous nous en tenons à ça. Alors, sur votre commentaire, si ils seront dispersés, bon, je sais que ça, c'est une petite boutade pour laquelle vous aurez une réponse tout à l'heure. Mon général. Merci bien. Vous avez demandé où en est-on avec la mutualisation. Vous savez, les accords militaires, c'est comme au plan politique, au plan stratégique, ça se signe pour une période bien précise. Et il y a des assignations qui sont assorties d'un arrangement, un agreement, un gentleman agreement. Il y a un arrangement de découlent des assignations bien précises. Nous, entre nous, ceux-ci feront cela dans autant de temps, les autres feront ceci dans autant de temps. Nous sommes dans la période d'exécution de ces assignations-là. Le moment venu, nous allons passer ensemble à l'étape de évaluation. Et quand nous allons évaluer, nous vous rendrons compte, parce que c'est une obligation nationale. Vous avez aussi parlé de M23. Vous savez, vous aviez suivi le compte rendu qui a été fait par le porte-parole du gouvernement à l'issue de la réunion du Conseil supérieur de la défense élargi au président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il a été décidé notamment que le M23 était un mouvement terroriste et qu'il sera traité comme tel. C'est une décision prise, et de cette décision découle une attitude militaire. Et cette attitude militaire, c'est un ordre à exécuter et qui sera exécuté. C'est tout. Voilà. Un petit commentaire? La police qui réprime. Oui, il s'agit ici d'une manifestation spontanée qui a comme objet un objet licite, c'est le soutien apporté aux forces armées pour chasser l'ennemi de notre territoire national. Et dès que ce rassemblement s'est fait, la police est en droit de descendre illico presto pour les encadrer afin qu'il n'y ait pas un débordement. S'il y a débordement, nous allons disperser. Mais s'il n'y a pas de débordement, nous allons les encadrer parce qu'ils apportent le soutien à la police, à l'armée, au président de la République. Et cela encourage ceux qui sont en première ligne là-bas d'en découdre avec ceux qui semblent nous empêcher de respirer. Et donc, même vous n'allez pas dire le contraire de ce que moi j'ai dit. C'est voilà. Apprendre à mettre dans la jurisprudence. Voilà. On va prendre Kamanda, et puis après on prendra les deux dernières questions. J'ai juste une petite question. Je n'en pose pas, d'habitude je ne pose pas beaucoup de questions. Ma petite question c'est celle-ci. Le premier intervenant a parlé des infiltrations dans l'armée, des infiltrations qui ont eu lieu à l'occasion des brassages et de mixage. Alors, j'aimerais savoir, parce que vous savez que le mixage et le brassage ont amené beaucoup d'éléments qui ne sont pas congolais, il faut le dire. Est-ce que l'armée a pensé à vérifier les identités ou à penser à identifier tous les éléments qui sont sous le drapeau? Merci. Bon, alors, on doit d'abord rappeler le principe. Parce que lorsque le président de la République s'est adressé aux différents représentants de groupes armés réunis à Nairobi, il leur a tendu la main. Dans ce qui se fera, et d'ailleurs j'espère que dans les jours qui viennent, je reviendrai avec le coordonnateur du PDD-RCS, comme ça lui aussi se soumettra à cet exercice de rédévabilité pour dire ce qui se fait.
il ne sera plus question de faire de brassage, il ne sera plus question de faire de mixage. Ceux qui rentreront dans le processus de démobilisation